Donc, engager le débat. Donc, moi, je m'appelle Samy Josua, je suis un camarade de l'auteur, Hendrik Davy, qui donc fait ce livre, Le Capital, c'est nous. Alors, évidemment, c'est lui qui va présenter essentiellement les choses. Je vais essayer de présider au débat que nous aurons. Juste en introduction, vous dire que la première qualité du livre, c'est son existence. Donc, vous direz ça, c'est bizarre comme introduction, et pourtant, sur ce thème, c'est-à-dire des gens qui s'attachent à discuter des problèmes globaux, stratégiques que nous avons pour passer de maintenant à la société que nous voulons, eh bien, il s'avère que cette discussion qui a été très riche pendant très longtemps dans la gauche française s'est affaiblie considérablement. C'est que Hendrik explique d'ailleurs dans sa préface, dans ses discours. Les gens préfèrent ne pas considérer un certain nombre de problèmes de fond que pourtant nous rencontrons. Et donc c'est un risque à prendre. Mélenchon l'a fait avec le livre qu'il a pu sortir, mais je peux vous indiquer, sans évidemment dire que le livre de Mélenchon est inintéressant, est tout à fait intéressant à lire, mais l'ampleur des problèmes qui sont abordés par Mélenchon n'est pas celle que Hendrik aborde. Il aborde des problèmes comparables, mais il aborde aussi toute une série d'autres questions qui sont des questions troublantes, des questions difficiles pour nous. Alors, il y a évidemment la question de la conversion à l'écosocialisme qui développe largement dans son livre. Là, il n'est pas le seul, c'est vrai. Mais il y a tous les liens que ces questions-là peuvent tisser avec des questions comme celle de la démocratie. Quelle place on donne à la démocratie dans le fonctionnement d'une société future, dans le mécanisme pour y arriver, dans les formations politiques qui ont à se battre pour arriver à tout ça. Donc, il développe largement ces questions-là. Et il aborde, un des rares, il aborde la question que l'on pourrait appeler du jour d'après, c'est-à-dire à supposer que tout ça se combine dans le bon sens, l'idée que ça puisse donner comme conséquence un gouvernement qui tranquillement va pouvoir développer sa politique sans que les forces réactionnaires lui mettent non seulement des bâtons dans les roues, mais des fois des choses même beaucoup plus graves, cette question-là est rarement abordée, voire jamais. Alors elle est abordée par les forces d'extrême gauche, par exemple le NPA, etc., bon, à juste titre, hein, mais rarement dans la gauche en général et dans la France insoumise. Vous savez que Hendrik Davy est député de la NUP et membre de la France insoumise. Mais c'est rarement développé sur l'idée, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Or, nous avons déjà ce qui peut se passer, même sans aller dans les catastrophes comme ça peut être le coup d'État au Chili. Donc, il y a maintenant, on fêtait beaucoup de guillemets l'anniversaire il n'y a pas longtemps, en septembre. Même sans penser à ça, il y a l'exemple de la Grèce qui a été démoli sur le plan des rétorsions économiques. Donc, comment on fait pour aborder ces questions-là? Hendrik Davy s'engage sur ce problème et donne des choses à discuter. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, une fois qu'il aborde toutes ces questions tellement grand angle, ben, il en ouvre presque autant à discuter parce qu'il aborde des questions extrêmement fondamentales. Mais je vous incite à la fois il va le présenter, mais à la fois à regarder dans le détail ce qu'il peut en dire, en répétant ce que je dis au début dans mon introduction. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui prenne des risques sur ces problèmes-là avec une telle mesure. Venant du marxisme en particulier, c'est rare. Donc c'est extrêmement utile aux problèmes que nous rencontrons, que nous avons à discuter, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, non pas pour s'éloigner des difficultés, mais pour les prendre vraiment à bras le corps et de regarder ce qu'on peut en dire. Donc Hendrik va faire présenter de manière des généralités, non, présenter de manière générale son livre, et ensuite nous engagerons la discussion. Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous avant, et bonjour à tous les autres. Alors, d'où part ce livre déjà? L'idée, c'était à un moment donné de faire un état des lieux, une synthèse, tu l'as dit, effectivement. C'est-à-dire que, parce que c'est le livre que j'aurais aimé lire et que j'ai pas pu lire. Donc l'idée, c'était de faire une synthèse sur à la fois où on en est et où on veut aller, l'horizon, et comment on y va, le chemin. Hein. En gros, c'est ces trois objectifs, rien que ça. Alors, là, il y a 4 parties dans le livre, hein, juste pour vous donner un peu comment ça s'organise. Une première partie qui est l'analyse du système capitaliste aujourd'hui et pourquoi il faut des révolutions.
Voilà. Deuxième partie, c'est quel horizon écosocialiste permettrait de retrouver en fait, une forme de développement apaisé, à la fois vis-à-vis des êtres humains et des hommes avec les femmes notamment, et en fait des êtres humains ensemble pour éviter le racisme, et apaisé avec la planète, donc l'écosocialisme, un projet qu'on porte, à mon avis, toutes et tous à la France Insoumise. Et troisième partie, c'est la stratégie pour y arriver. Et donc je débat un peu des problèmes stratégiques de fond, en deux temps, d'abord d'un point de vue assez théorique, et ensuite de manière assez pratique. C'est la dernière partie où je reviens sur que faire concrètement là en France en 2022. Bon. Enfin, c'était en 2022, maintenant on est en 2023. Alors, sur le point de départ du livre, le point de départ très ancien, en ce qui me concerne, c'est d'avoir une conscience aiguë que le capitalisme est un système qui a des contradictions insolubles et qui a des impasses à ce système et que nous devons les lever. Il y a deux types d'impasses. Il y a une impasse, et je commence par ça, hein, c'est le premier chapitre. Alors, c'est aussi parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé sur l'effet du changement climatique. La première impasse, elle est écologique. Bon. En général, je le résume de cette façon. Travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour polluer plus, c'est peut-être durable encore 100 ans, mais 200 ans, ça ne marche pas. C'est pas possible. La planète, elle ne peut pas encaisser, en fait, ce système-là. Et ce système, ce n'est pas l'humanité en soi qui voudrait produire, consommer, etc. J'essaie d'expliquer dans le livre que c'est fondamentalement la logique d'accumulation du capital. Je reviens sur des trucs de Marx très basiques, hein, qu'il y a un profit que s'il y a une circulation de marchandises. En gros, on passe de la marchandise, on en fait de l'argent et on retransforme ça en marchandises. Et c'est dans cette circulation du capital, et lorsqu'il y a du travail, qu'il y a un profit, et qu'il y a d'autant plus de profit que ça circule, et que ça circule vite. Hein, c'est tout ce qu'a analysé Marx. Et donc, il y a un lien consubstantiel entre la société de consommation et l'accumulation du capital. Voilà. Et que si on arrête cette société de consommation, eh ben, le système capitaliste s'effondre, a priori. Voilà. Bon. Donc j'essaie de développer ça, etc. C'est pour ça que je pense qu'on est dans un capitalocène et que c'est ce capitalocène qui est en train de détruire la planète. Bon. Alors, ce faisant, ce n'est pas la seule contradiction du capitalisme. Il y a 2-3 autres contradictions économiques que je reprends de Marx, voilà, donc sans rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que fondamentalement, par exemple, si vous voulez maximiser votre profit, vous avez intéressé à baisser les salaires des gens. C'est quelque chose qui est assez évident. C'est-à-dire et on le voit avec l'ubérisation de la société. Hein, c'est que plus vous baissez le salaire des gens, plus vous faites de profit. Mais si vous baissez le salaire des gens, vous ne pouvez pas réaliser le profit parce que vous n'arrivez pas à vendre la marchandise. Bon. Ça, c'était très bien décrit par Marx dans la première partie du Capital. Voilà. Il y a des tas d'autres contradictions à ce système qui font qu'à un moment donné, ces contradictions, soit elles explosent dans un bon sens, soit elles explosent dans un mauvais sens. Voilà. Alors évidemment, tout ça mène aussi à d'autres contradictions. Typiquement, l'ensemble de ce système amène à l'impérialisme. On l'a vu au cours de l'histoire. Alors je reprends aussi dans le livre les différentes causes de l'impérialisme. Mais notamment une nouvelle cause, c'est l'appropriation des ressources naturelles, et puis ça, c'est le lien avec la crise écologique, mais ce n'est pas la seule cause de l'impérialisme. Et la seule façon dont la bourgeoisie qu'a la bourgeoisie de se maintenir en place dans un système qui est quand même assez instable, donc qui a des crises, des guerres, etc., c'est fondamentalement nous diviser, d'où le rôle important du racisme, sur lequel je reviens, avec une analyse très typique du marxisme, hein, sur pourquoi le racisme se développe dans la société capitaliste, pourquoi le sexisme est reproduit dans la société capitaliste, essentiellement parce que ça permet de diviser la classe ouvrière. Bon. Et une fois qu'on a dit ça, quel est le moment en fait, dans lequel on se trouve ? Moi, ce que je dis dans le dernier chapitre de la première partie, c'est qu'on est dans un moment populiste. Bon, ça, j'ai un accord avec Jean-Luc là-dessus et avec d'autres. Je pense qu'on est dans un moment où toutes ces contradictions, toutes ces difficultés du système capitaliste à faire fonctionner les choses, à faire en sorte que la population adhère au projet de société, font qu'à un moment donné, il n'y a plus vraiment d'hégémonie politique de la part des classes dirigeantes pour diriger la société. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises d'hégémonie de la classe dirigeante. Hein. La dernière fois, c'est après la Première Guerre mondiale. Hein, où les gens se sont foutus sur la gueule, et à un moment, ils reviennent d'une guerre qui était une vaste boucherie, et du coup, ils n'acceptent plus le cours du monde tel qu'il avait lieu. Donc ça donne la révolution bolchevique, ça donne les révolutions allemandes, les révolutions italiennes, etc., et tout ce moment-là. Et dans ces moments de populistes, le pire peut jaillir. C'était déjà le cas dans les années 30,
Et donc on est dans un moment de risque fasciste. Moi j'utilise le mot fasciste. Et là, pour le débat qui a lieu aujourd'hui, de risque de victoire du Rassemblement national, avec tout son cortège de répression contre les populations racisées, mais répression contre les syndicalistes, répression contre la gauche dans son ensemble, etc. Bon. Ça, c'est le dessin de la société actuelle. Je pense que dans cette partie-là, il n'y a pas énormément d'originalité. J'essaie juste, et c'est là l'originalité, de faire une synthèse de tout ça, de revisiter un certain nombre de choses, notamment sur l'impérialisme, mais il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui est dit en général. Après, j'essaie de décrire la société éco-socialiste dans un deuxième partie du livre. Là encore, c'est le prolongement de l'avenir en commun et avant de l'humain d'abord, avec une idée centrale, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de trouver une solution pour avoir une société où il n'y a pas d'accumulation du capital comme actuellement. Donc en fait, il faut une société comprise avec le marché, des services publics, un statut de fonctionnaire pour une partie, etc. Mais qu'on coupe le truc de la société dictée par l'accumulation du capital. Donc c'est ça la difficulté, c'est ça que je discute un peu, on pourra en débattre un petit peu après. Bon. Après, là où il y a quelques originalités et là où je veux faire porter le débat peut-être pour la suite, c'est la question stratégique. C'est comment on va de l'un à l'autre, donc dans cette situation difficile qu'on vit aujourd'hui. Les quelques éléments que je mets sur la table. D'abord, il y a des mouvements qui sont forts, des mouvements sociaux. Il y a des mouvements, il y a des alternatives concrètes en fait au capitalisme qui se construisent, donc ce qu'on appelle des gisements de communisme. Et donc globalement, on peut être optimiste parce que les solutions elles sont déjà là en germe. Bon. Typiquement, le statut de fonctionnaire est un des beaux statuts que nous a légué en fait les périodes précédentes, la sécurité sociale. Voilà. Donc dans le combat contre le capitalisme, on ne part pas complètement sans armes. C'est pas vrai. L'histoire du mouvement ouvrier nous a légué beaucoup de choses. Bon. Et ce combat, il se mène sur 3 champs. Un champ spécifiquement politique, mais aussi un champ social et un champ, on va dire, sociétal. Donc, qui sont menés, et c'est là où moi j'insiste par rapport à ce qu'on peut dire des fois à la France insoumise, on a à la fois besoin de partis politiques, on a besoin de syndicats, on a besoin d'associations, on a besoin de la pluralité des associations, et ce que je défends dans le livre, c'est qu'on a besoin de toutes ces médiations dans la bataille. Et en gros, on est dans une bataille, imaginez une guerre contre le capital, et dans lequel il faut investir tous les champs. Et tous les champs ont leur importance, et tous les champs doivent avoir aussi leur indépendance. Et je suis très attaché à l'indépendance syndicale par rapport au champ politique. Bon. Alors pour une raison simple, c'est pour le jour d'après, notamment. C'est-à-dire que si on arrive au pouvoir, il faut qu'on ait des gens en face de nous, dans la rue, dans les syndicats, dans les entreprises, pour lutter contre nous. Donc ça, c'est la partie un peu sur la stratégie. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? La centralité, et c'est ce que j'essaie aussi de dire dans le livre, la centralité de la démocratie dans tout ça, à la fois parce que j'essaie de montrer dans le livre que le pari démocratique est un pari gagnant, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle est assez simple, hein, c'est que plus on est nombreux à réfléchir à une situation de façon probabiliste, on a la bonne solution. Hein, ça, c'est ce que je pense. Hein. Non, mais je le dis avec... Et je fais le parallèle avec la science, c'est-à-dire que globalement, plus on est nombreux dans les scientifiques, plus on le sait très bien, ça, plus la communauté scientifique est large à réfléchir sur un problème, plus on a de chances d'avancer vite. Donc c'est cette idée, cette première idée-là, hein, du pari démocratique. Et la deuxième idée forte du pari démocratique, c'est que quand on a décidé démocratiquement, on a plus de chances que l'ensemble des gens acceptent la décision et avancent ensemble. Voilà. Donc c'est important de réfléchir fondamentalement à l'importance de la démocratie quand on connaît l'histoire du mouvement ouvrier, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit en introduction, mais on est quand même les enfants de deux formes d'échecs. Le stalinisme, qui a jeté la démocratie dans l'eau, enfin dans la rivière, dans le fleuve, dans l'océan, je ne sais pas comment dire, dans le feu, le stalinisme d'une part, et d'autre part la social-démocratie qui s'est débarrassée de la perspective d'une transformation révolutionnaire de la société. Hein. Donc il faut à la fois retrouver la perspective de transformation révolutionnaire de la société et en même temps avec un contenu et une stratégie démocratique. Bon, voilà pour les grands éléments sur ces 3 parties-là. Après, on peut débattre sur la situation actuelle. Je ne sais pas si tu avais des questions plus précises sur le livre ou si tu veux qu'on lance un débat à bâton rompu sur... Moi, j'en ai 2, mais vas-y. Non, mais commence par tes questions. Bon, d'abord, je tiens à me féliciter
de l'existence de ce livre. Je l'ai déjà dit, c'est les problèmes qui ont été abordés. Mais justement, alors, c'est une question. Autrement dit, je ne pose pas la question pour faire passer en douce ma réponse, parce que je n'ai pas la réponse complète à cette question-là. C'est la chose suivante. Est-ce que ce que nous vivons, ce que tu développes, ça se présente comme étant des argumentations qui s'additionnent pour faire en sorte de se débarrasser de la société actuelle et de se débarrasser du capitalisme? La question écologique est une question qui vient borner la possibilité même de développement éternel du capital, donc il faut s'en débarrasser. La question qu'on appelle, bon, prenons le terme sociétal, s'ajoute à tout ça. Et ça vient s'ajouter aux questions traditionnelles, capital-travail, qui ont été développées là. Oui, mais ça pose des problèmes stratégiques complètement nouveaux. Et ça, c'est une question que je ne sais pas, bon, on va en discuter, hein, puisque je pose la question, qui est la suivante. Dans les visions stratégiques que nous avions jusqu'à maintenant, ça a toujours été très difficile. Mais l'idée générale était quand même d'unir les gens qui étaient exploités et opprimés. Ça a toujours été très compliqué. Mais si on y arrive et qu'on s'oriente dans une confrontation avec l'ennemi, malheureusement, souvent on perd, mais des fois on gagne. Et quand on gagne tout de suite. Par exemple, on fait la grève en 1936. On ne gagne pas le socialisme, on aurait pu gagner plus, mais au moins dans la semaine de 40 heures. On l'a tout de suite, elle est là. La preuve, c'est que Pétain va le remettre en cause quelques années après, mais on l'a immédiatement. La révolution de l'octobre, le pain, la paix, la terre, bon, si vous connaissez les mots d'ordre de la révolution de l'octobre, tout le pouvoir soviétique était un moyen d'obtenir ça. On le fait et on l'obtient vraiment. C'est-à-dire que la terre est effectivement donnée en général aux paysans, qui n'était même pas le programme des bolcheviks d'ailleurs. Ils ont repris le programme des socialistes révolutionnaires et puis ils le font. La paix, ça a été un peu plus compliqué, mais finalement, ils l'ont. Là, si on met les problèmes de l'écologie au milieu, ça bouleverse ces conditions-là. Parce qu'il faut faire en sorte d'avoir à faire une révolution qui est de plus en plus globale pour des choses dont on va mesurer les effets beaucoup plus tard. Et ça, c'est complètement nouveau. Et je pense que c'est à la racine de ce que nous voyons en Europe, pas en France encore. C'est-à-dire en même temps, vous avez la montée de la conviction que la crise écologique est extrêmement grave et la montée de forces politiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus influentes qui disent que bon, il y a les écolos, c'est pénible, ça fait chier parce qu'il faut bouleverser. Parce qu'effectivement, c'est ce que... Alors, tu n'as pas développé ça dans ton introduction, mais c'est largement développé dans le livre. Le choix de la décroissance est inévitable. C'est-à-dire que oui, il faut consommer moins. Et donc, il faut produire autrement, il ne faut pas que les exploitations... Mais il y a un problème de ce point de vue-là. Et ça ne peut qu'être au détriment du mode de vie que nous avons jusqu'à maintenant. Alors la réponse en général donnée à ça, c'est que, un, c'est inévitable, bon, c'est le problème qu'on discute, et deux, qu'il faut rendre la société qui sera bâtie à ce propos-là enviable. Oui, mais c'est plus tard. C'est un peu compliqué. Je prends un autre exemple qui est proche, qui est la question homme-femme. Si on veut lutter dans ce point de vue-là, d'un point de vue positif, il faut que les hommes acceptent d'abandonner des privilèges. Parce que, oui, il y a des privilèges donnés, c'est le sexisme. Bon, sinon, il n'y aurait pas de sexisme. C'est que les hommes, en général, en bénéficient d'une manière ou d'une autre, hein, par rapport à la population féminine. Si on veut l'égalité, il faut que ceux qui avaient le privilège acceptent de ne plus avoir le privilège. Bon, c'est de tourner en rond. Sauf que dans ce cas-là, il me semble que le fait de dire que le fait d'abandonner ces privilèges est nécessaire, mais que la société qui se bâtit si on abandonne les privilèges est vraiment enviable. C'est-à-dire que oui, on peut vivre mieux dans une société égalitaire entre les hommes et les femmes. Ça peut se montrer assez rapidement. Sur l'écologie, c'est plus compliqué. Première question, peut-être qu'on avance là avant la seconde. Celle-là, oui. D'abord, il y a plusieurs questions dans ta question. Ce que je retiens de la question, c'est surtout comment l'écologie, ce qui est vraiment nouveau par rapport à la pensée marxiste, hein, fondamentalement,
comment l'écologie percute notre pensée stratégique. Bon. Alors, ça la percute d'une façon déjà que tu n'as pas signalée, c'est la question temporelle. C'est-à-dire que quand quand Marx pense la révolution socialiste, il pense globalement qu'on a le temps. Alors, il pense que ça va aller vite, hein, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, le prolétariat devient très très fort. Voilà, à force, les forces productives augmentent, le prolétariat augmente, et à un moment donné, on renverse la bourgeoisie. Mais dans cette vision téléologique, là, un peu, là, ça va arriver, on a le temps. Alors que la question écologique nous dit qu'on n'a pas le temps. Donc là, il y a une rupture, je suis d'accord avec toi. C'est pas la même que celle que tu as décrite, mais il y a une rupture. Alors après, est-ce que fondamentalement, ça change les choses? Moi, j'ai quand même l'impression que ce qui converge, ce qui relie l'ensemble des prédations, on va dire, prédation du capital sur le travail, prédation du capital sur la nature et prédation des hommes sur les femmes, par exemple. Bon. Ce qui relie tout ça, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui vont se battre et lutter contre ces prédations. Alors, sur l'exploitation, c'est facile, c'est les salariés organisés en syndicats. On pourrait dire que pour la nature, c'est différent. Ben non, pour la nature, c'est pas différent. Tu as des gens qui, dans la forêt amazonienne, se battent, tu as des gens ici, à Fuveau, qui se battent, tu as des gens qui se battent, il y a des gens qui se battent, voilà, qui se battent pour protéger tel coin de biodiversité, qui se battent pour protéger l'eau comme un bien commun, etc. Voilà. Donc, c'est pas si différent que ça. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et s'ils se battent, et s'ils ont des revendications, elles sont parfois transitoires. Et tu peux gagner. On peut gagner. Sur la 69, on peut gagner. Sur le fret ferroviaire, on peut gagner. Enfin, on peut avoir une accumulation de luttes où on gagne. Et on a l'effet concret par rapport à notre... Oui, on avait un objectif d'empêcher telle autoroute. Ben, on a gagné, on a empêché telle autoroute. Bon. Donc, la logique, est pas, pour moi, elle n'est pas si différente que ça. Et pareil, sur l'égalité homme-femme, j'en ai pas assez parlé, effectivement, dans l'introduction. Mais j'en parle quand même beaucoup dans le livre, et sur le racisme aussi. Fondamentalement, tu as des luttes et tu as des acquis de ces luttes. Les acquis des luttes pour les droits civiques. L'AME, par exemple, typiquement, juste là, on se bat pour l'AME. Mais il ne faut pas oublier que l'AME, on ne l'avait pas avant. Enfin, l'aide médicale d'État, certains se sont battus pour que les médicales d'État existent. Et maintenant, on est content qu'elle existe. Tu vois ce que je veux dire? Et on se bat pour ça. Donc, le dernier point, à mon avis, qui mériterait discussion, c'est est-ce que tout ça, ça fait un programme cohérent d'émancipation? Et ben, je crois que là aussi, en fait, on est arrivé à un point de développement de nos mobilisations depuis un certain nombre d'années où il y a une convergence, et le programme de la NUPES, d'une certaine manière, montre ça, mais c'est les enfants d'Attaque, c'est les enfants des décembre 95, c'est les enfants de tout ça. On a une convergence d'un programme de transition, hein, pas un programme final, l'écosocialisme, mais de transition sur tous ces sujets-là. Et moi, je pense que ça pose, qu'il n'y a pas de problème, on va dire, stratégique par rapport à ça. Bon. Globalement, la convergence, elle a lieu, et pour moi, ce n'est pas un problème. Le vrai problème que j'ai, c'est peut-être un autre sujet de discussion, c'est comment on reprend, et j'en parle beaucoup dans le livre, on reprend le volant de la bourgeoisie qui nous mène dans le mur. En gros, je ne sais pas si tu te souviens, dans le livre, je dis qu'on est dans une voiture et qu'on a un type qui nous fonce dans le mur à tout berzingue, et en plus, il est sous coke, parce qu'il est persuadé que tout va bien. Et il va se fracasser sur le mur. Et nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on lui reprenne le volant très vite. Très vite. Hein. Bon. Ça, pour moi, c'est ça le problème stratégique aujourd'hui. Il est là. Et comment on reprend le volant? Bon. Sur le reste, je n'ai pas l'impression qu'on ait des trucs complètement incommensurables. C'est aussi parce que la crise écologique est d'ampleur, mais je le dis aussi dans le livre, il y a des capacités de résilience des écosystèmes, et je ne suis pas un partisan des théories de l'effondrement. Je le dis et je l'explique aussi pourquoi. Je ne suis pas partisan de ces théories-là. Je pense que, par exemple, si on fait 1,5 degré, c'est mieux. Si on fait 2 degrés, c'est mieux. Si on fait 3 degrés, c'est mieux que 4. Mais ça sera toujours mieux. Donc, c'est assez réformiste comme truc, tu vois. Voilà. Donc, il faut le faire. Et par contre, on ne peut pas attendre 2100, 2200, 2300. Mais ça ne change pas fondamentalement. En tout cas, pour moi, ça ne change pas fondamentalement voilà, la pensée stratégique. Vas-y. J'ai pas l'impression que c'était ça, cette question. Bah, reformule, vas-y, reformule. Mais en gros, la promesse du socialisme, c'était après, chacun selon ses... Ah oui, c'était la deuxième partie. Ça sera du plus. Là, la promesse de l'écologie, c'est de dire, ça sera du moins. Oui, tu as raison, c'est la deuxième partie. Du moins substantiel, c'est-à-dire quand on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié au niveau mondial, ça veut dire qu'en gros, dans nos sociétés, c'est les 3/4. Donc ça veut dire apprendre à vivre avec un quart de ce qu'on a maintenant. Alors, ça se réorganise autrement, mais c'est ça l'idée. Comment tu fais rêver les gens? Enfin, moi, je crois avoir entendu la question. Non, mais c'est qu'il y avait deux questions. En fait. Comment tu fais rêver les gens
à quelque chose de désirable, sachant que le premier truc qui va arriver, c'est on aura besoin de beaucoup de choses. Oui. Alors, alors on en a débattu, pour ceux qui étaient à la Ciotat, c'était un des sujets à la Ciotat. Hein, tu te rappelles, José, c'était... Alors oui, il y a un sujet. Il y a un sujet d'essayer de faire en sorte que la société d'émancipation qu'on propose et d'égalité qu'on propose, d'égalité homme-femme qu'on propose, c'est une société désirable. Et je me souviens quand on a invité aussi le dirigeant du Parti socialiste belge, dont j'ai oublié le nom. Oui, avec Clémentine. Oui. Avec Clémentine, il a aussi... il a écrit aussi un livre sur l'écosocialisme, et du coup on a débattu de ça, et Clémentine a fait son intervention essentiellement là-dessus en disant un des problèmes qu'on a, c'est comment on rend désirable notre société. Alors, moi je crois sincèrement, il y a un problème, ok, mais... Magnette. Bon, il y a un problème, ok, mais néanmoins il y a des éléments pour répondre à ça. D'abord, je crois qu'on sait faire. C'est-à-dire que globalement, il y a eu des discours féministes qui montraient que le couple était plus heureux quand il y a de l'égalité. Oui. Et dans une nouvelle génération, je crois que il y a dans la nouvelle génération sur les questions de genre, de transidentité, que tout ça peut circuler, que c'est bien, que c'est émancipateur que tout ça circule et que c'est pas quelque chose qui est régressif. Ça a progressé. Je crois qu'il y a une nouvelle génération qui se dit aussi que consommer plus pour gagner plus, c'est pas ce qu'ils souhaitent faire. Et ça, on en a dit. Enfin, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui dit. Et après le Covid, d'ailleurs, ça s'est ressenti. Des gens qui quittaient leur emploi, bien payés, etc., qui renonçaient à des emplois ultra bien payés, à dire allez vous faire foutre. Moi, ce que je veux, c'est aller faire autre chose. Donc, il y a déjà dans la société des choses qui bougent dans ce sens. Donc, il faut surtout l'accompagner et lui donner une cohérence d'ensemble. Mais ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que la sobriété, elle peut être relativement heureuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens de ne plus avoir de machine à laver, on va leur demander de ne plus changer de machine à laver pendant toute leur vie. Mais très sincèrement, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre de changer de machine à laver tous les ans. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens, des gens autour de nous qui ne sont pas là-dedans. Même les téléphones, hein. Moi, tu me laisses le même téléphone pendant toute ma vie, ça me va, il n'y a aucun souci. Et je ne suis pas si minoritaire que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une partie des gens, il faut faire attention, il y a une partie des gens qui ont été exclus de la société de consommation. Donc tous les gens qui sont exclus de la société de consommation, qui sont aliénés, et je parle beaucoup de l'aliénation dans mon livre, effectivement, ils vont avoir tendance... on achète comme un ersatz c'est l'être qui est mal à l'aise, et donc avoir, ça permet de combler en fait l'être. Donc dans le marxisme, c'est très bien expliqué, c'est que quand tu passes ta vie à vendre ta force de travail sans aucun sens, acheter, l'acte de consommer, en fait, ça reste le dernier moment où tu prends un pouvoir sur ta vie. Bon. Mais ce n'est pas nouveau, cette affaire de critique de l'aliénation et du consumérisme, c'est dans Marx déjà. Enfin, on n'est pas face à un problème nouveau par ailleurs, hein. C'est un problème assez ancien. Bon. Donc comment on sort de ça? Il y a des pistes, et là aussi je suis assez optimiste. C'est-à-dire que je pense, enfin, pour le dire autrement, je ne pense pas que ce soit le frein fondamental qu'on a. Voilà. Mais je veux bien entendre... Hein, vas-y, José. Oui, le débat qu'on avait... Il est lancé le débat. Allez-y. Le débat qu'on a eu à la Ciotat, c'est celui-là. Moi je pense que tu es un peu optimiste au sens où, à mon avis, tu sous-estimes un peu les victoires idéologiques qu'a eu la classe dominante aujourd'hui. Et comment dire, aujourd'hui, je pense que le fondamental, c'est arriver à faire changer l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, cette victoire idéologique de la bourgeoisie a créé un imaginaire qui est quand même largement un imaginaire consumériste. Les seuls exemples qu'on a, si tu veux, d'effritement un peu de ça, c'est quelques jeunes qui partent faire des expériences, qui sont isolés, qui ne s'affrontent pas à l'État. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu Notre-Dame à Nantes, l'aéroport, la lutte sur l'aéroport. Il y a eu des expériences de zones qui ont été un petit peu mis avec ce que tu dis, des nouvelles, une façon de communiste d'envisager les choses, mais ça reste des endroits totalement parcellaires et qui, en général, se font de manière marginale et sans affrontement à l'État. Et moi, je pense que là où tu es un petit peu optimiste, c'est justement changer cet imaginaire. Là, je rejoins tes amis, c'est pas quelque chose de facile, parce que ça va entraîner des changements de mode de vie. Et sur ça quand même, la partie large de la société est encore largement sur des bases consuméristes. Et d'où
par exemple, très concrètement, quand on parle de décroissance, il y a énormément de réactions négatives sur ce mot-là, même si c'est porté par une minorité de gens. Vas-y, tu avais une autre question peut-être, et puis après, ou on lance le débat là-dessus, je sais pas, vas-y. Non, c'est une autre question. Non, moi c'est toujours sur celle-là. Vas-y, finis celle-là. Bon, on a compris que là, il y avait un débat, hein, pour aller rapidement, donc on ne va pas l'épuiser ce soir. Il faut peut-être, alors ça ne résout rien à ce que je vais dire, mais on discute à froid là. On discute alors qu'il n'y a pas de mouvement de mise en cause révolutionnaire de la société. Il est possible, ça c'est l'aspect un peu optimiste de Samy, qui, pour ceux qui me connaissent, est extrêmement rare, qui est le fait que c'est un processus de remise en cause. Alors on ne sait pas sur quoi ça peut démarrer, ça, on ne sait jamais comment les révolutions démarrent, hein, mais si un processus de remise en cause démarre, alors cette question que tu viens d'aborder, celle que moi-même je viens d'aborder, celle que change de nature. C'est-à-dire, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est qu'il faut résoudre le problème écologique. Ça, c'est la question qui est abordée. Il faut. On n'y arrive pas peut-être pour les questions d'image, d'accord. Mais dans le mouvement général qui est lancé, alors il peut y avoir des choses qu'on n'imagine pas. En général, on connaît mal la révolution russe. Parce que les gens sont la Révolution, puis ensuite Staline, et est-ce que Lénine a bien fait entre les deux, bon. Mais on n'imagine pas ce que en octobre, en novembre pour eux là-bas, mais dès le mois de décembre, janvier, la masse de réformes de sociétés qui ont été engagées en Russie, c'est inimaginable. On les connaît mal. Bon, moi je les connais bien sur l'éducation, mais sur la question homme-femme, par exemple, ce qu'ils ont décidé en quelques semaines, qui allait complètement contraire à ce qu'on peut imaginer de cette société-là, qui était une société paysanne, attardée, etc. Imaginez, rien que pour la question de l'école, ils ont enlevé les crucifixes des salles parce qu'ils étaient pour la laïcité. On dit que c'est nous qui étions en premier, oui, mais eux, en 17, ils ont fait beaucoup plus. Ben, ça s'est passé. C'est passé, pourquoi? Parce que d'un côté, les gens, ils avaient la terre, les Blancs qui voulaient reprendre la terre, et les autres qui enlevaient les crucifixes. Ils n'étaient pas d'accord pour enlever les crucifixes. Mais bon, ça passe. La question homme-femme, elle a été massivement développée et ce n'est pas du tout ça qui les a affaiblis, ça les a renforcés. Par exemple, dans les républiques qu'on appelle musulmanes, qu'ils appelaient déjà musulmanes à l'époque, parce que c'était une majorité musulmane, ils ont décidé de ne pas toucher à la religion, de ne pas toucher aux droits de la religion, contrairement à ce qui se dit, hein, ils ont laissé développer largement tout ça, mais une seule chose, même y compris des fois du droit issu de la Soula, enfin de la loi religieuse, sauf sur la question homme-femme. C'est-à-dire, dans là, vous ne touchez pas. Question homme-femme, c'est nous qui décidons. Égalité complète, droit au divorce, droit à l'avortement, etc. Bon. Et c'est passé massivement dans l'affaire. Donc, c'est pour ça que ces questions sont difficiles, parce qu'on les aborde un peu à froid. Peut-être que dans un mouvement révolutionnaire d'ensemble, alors les petites communautés que l'on cite les uns et les autres sont peut-être des issues de ça. Hendrik a dit les histoires de gisement de communisme, sans que, je crois que ce terme est repris largement, sans que le droit d'auteur soit cité. Mais ça, c'est une autre question. Martelly, non? Non, c'est moi. Ah, c'est toi? Oui. Ah bah, je savais mais pas. Il y a beaucoup, il y a très longtemps. Mais c'est vrai que c'était toi. Il existe... bon, ce que nous faisons, par exemple, là, sauf que pour l'instant, il n'y a que les hommes qui ont parlé. Ça, c'est une petite question. Mais on va laisser la parole à Pauline. Ce que nous faisons là est un gisement de communisme. Pourquoi? Parce que ce qui nous dirige dans ce débat n'est pas la recherche du profit capitaliste. C'est autre chose. Ça ne règle pas les questions de pouvoir, ça ne règle pas plein d'autres questions, mais ça existe déjà comme signaux qui peuvent être donnés. Et imaginez, évidemment, une situation révolutionnaire où ce n'est pas 40 personnes dans une salle, mais des milliers, des millions de personnes qui s'engagent pour se mobiliser. Donc ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas toujours. Mais évidemment, on ne peut pas écrire un livre en disant, écoutez, ça se résume en une page, faites la révolution, tout ira bien. Bon, évidemment. Non. Mais juste, après, on passe à un autre sujet. Je pense que sur la décroissance, il y a un mauvais débat. C'est-à-dire que tu as quand même 80% de la population qui rame et qui est obligée de consommer des transports ou des trucs parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Donc, si tu veux, quand tu leur parles de décroissance à eux et quand tu en fais un slogan, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, en gros, entre les 80% qui rament et qui ne surconsomment pas, en fait, enfin, qui ne sont pas dans une société, c'est pas vrai. Enfin, ils n'ont pas les moyens de surconsommer. Enfin, on arrête cette affaire, c'est faux.
Et 3/4 des gens n'ont pas les moyens de surconsommer. Alors oui, ils vont peut-être acheter un truc, ça va vous choquer vous, parce qu'ils ont un écran plasma, voilà, mais à part ça, ils n'ont pas les moyens de surconsommer. Bon, et donc c'est la classe moyenne dont on parle là. Et quand on regarde l'effet des riches par rapport, c'est 1%, attends, je crois que c'est ça le chiffre, c'est 1% qui fait 50% des émissions, un truc comme ça, de gaz à effet de serre. Donc on parle de ça, donc c'est eux qu'il faut choper. Et une fois qu'on leur a pris des impôts très massivement, leur jet privé, de toute façon, ils ne pourront plus l'utiliser. Vas-y, Pauline. Après, il y a... Ouais. C'était une question un peu différente. Bon. Vas-y. Non, mais c'est parce que tu as parlé du Chili, et moi, une des leçons que j'en ai retenues, c'était aussi le manque de soutien à l'international qu'il y avait pu y avoir du côté de Allende, en face d'une alliance avec des soutiens à l'international et tout. Et du coup, voilà, je voulais interroger un peu cet échelon-là, aussi bien sur la question écologiste que sur d'autres, en fait, si demain on prenait le pouvoir, effectivement, les freins, je ne pense pas qu'ils soient tant idéologiques sur si les gens sont préparés ou pas, que sur, d'une part, l'Union européenne, voilà, juste... La question internationale. Voilà, la question de l'Union européenne, la question internationale. Et une deuxième crainte différente, à laquelle je n'arrive pas à trouver des réponses, c'est sur la question de la police. Parce que la question du fascisme, c'est effectivement le RN, mais c'est aussi toutes les forces qui actuellement dans l'appareil policier. Et du coup, comment est-ce que... et l'armée, mais il y a un vrai risque, je trouve, parce qu'on l'a vu là avec ceux qui sont mis en grève juste parce qu'on a touché un des leurs. Comment est-ce qu'on désamorce ou comment est-ce qu'on contrecarre cette force de la police? Les deux autres questions, c'était sur le sujet ou sur autre chose? Sur celui d'avant? Vas-y. Vas-y, sur la décroissance. Pour le sujet de la décroissance, est-ce qu'on peut l'aborder sur le fait du développement de la notion de bien commun, parce que tu n'en as pas parlé. Et moi, je trouvais ça intéressant, plutôt que les gens aient l'impression qu'on va leur enlever des choses, même pour ceux qui ne consomment pas beaucoup. Si tu vas leur dire qu'il ne faut plus boire de Coca-Cola ou de choses comme ça, il y a des gens pour qui c'est important. Est-ce qu'on ne peut pas justement amener autre chose et que les gens reviennent à ce qu'on appelle le bien commun, donc que ce soit l'eau, l'énergie, enfin je te fais pas la leçon, mais la liste, pardon. Et moi je trouve que c'est plus responsabilisant, j'ai l'impression que peut-être on pourrait embarquer plus de monde, ou en tous les cas les amener à une réflexion, plutôt que leur dire il ne faut plus faire ça ou plus faire ça, parce que je pense que c'est en gérant les biens communs on peut embarquer plus de monde, se poser plus de questions et peut-être amener quelque chose de positif. Parce que enlever que les gens aient l'impression que tu leur enlèves quelque chose, même une classe moyenne ou même une classe populaire, ils vont toujours avoir l'impression déjà érable, et qu'en plus tu leur enlèves des choses et que quelque part on les juge alors que peut-être ils font ce qu'ils peuvent aussi tous les jours en faisant leur course. Donc je voulais savoir si tu avais, j'ai pas lu ton livre, je voulais savoir si tu avais développé ça ou si tu pensais le développer aussi dans notre façon de nous proposer quand on va aussi voir les gens et leur parler. Bernadette, sur le sujet ou sur un autre, mais comme ça après je réponds aux trois là. Vas-y. Babette, vas-y. J'ai deux questions. C'est vrai que je ne sais pas comment vous faites comment tu fais pour être aussi optimiste, parce que moi de jour en jour je vais de l'autre côté. Et ma première question, c'est sur le titre du livre. Le capital, c'est nous. Qui sont le nous? Ça peut être une question un peu bête, mais pourquoi je pose la question? C'est nous, militants assez convaincus, ou bien qui pensons être convaincus et qui portons la lutte, ou bien c'est un nous, un appel à d'autres qui viendront comment à cet appel-là. Je suis un peu perdue dans ce titre-là. Parce que ce nous-là, je me dis, si c'est encore nous qui sommes encore dans cette lutte-là et on ne voit pas la fin, enfin personnellement, et je sais que je dois être dans la lutte, mais je fatigue et je me dis, est-ce qu'on va m'en sortir? Donc je n'ai pas ton optimisme et c'est bien que je vienne. La deuxième question, c'est, j'aimerais juste m'arrêter sur l'égalité homme-femme parce que c'est celle-là qui m'intéresse le plus que l'écologie. Je suis très nulle, mais je vous promets de faire des efforts. L'égalité homme-femme, pourquoi je t'interpelle? Parce que moi, je suis arrivée en France il y a 24 ans.
Et depuis lors, je suis sur cette bataille-là. Et j'ai pas l'impression, et j'ai peur de me tromper, que depuis lors, nous femmes, féministes, je sais pas comment on va nous appeler, qu'on ait gagné plus, quoi. J'ai l'impression que depuis que je suis là, on essaie de préserver des acquis. Et ça m'effraie, quoi. Donc, mon optimisme, il est quand même beaucoup teinté. Babette? Alors, moi, c'était sur l'international et aussi peut-être sur le bien commun. Déjà, en 1917, il y avait que la question de combattre le capital. Lénine, il avait expliqué que de toute façon, quand la révolution allait commencer, elle allait s'étendre partout. Et qu'il ne serait pas tout seul, voilà. Et maintenant, c'est encore pire. J'ai l'impression que pour décider justement sur les questions écologiques, il faut que ce soit international. Même les capitalistes, ils font des rencontres internationales parce qu'il y a les producteurs de pétrole, y compris sur les questions écologiques, tu dis les gens, ils se battent. Mais les mecs, ils se battent dans leur désert et nous, c'est pas le... voilà, j'ai l'impression qu'on a encore plus besoin d'internationalisme qu'avant, y compris sur les questions écologiques, quoi. Et ça, comment tu vois les choses? Alors, je vais commencer à répondre et après on reprendra. Ouais. On n'est pas limité par l'heure. Hein. Non, vas-y. Alors, le nous, le capital, c'est nous. En fait, le nous, c'est les travailleurs, c'est les salariés. Hein. Et globalement, c'est un clin d'œil parce que c'est de vouloir rappeler finalement à l'ensemble de gens que l'accumulation du capital, ça provient de notre travail. Voilà. Donc c'était un peu un clin d'œil. Et puis il y a une autre acceptation à ça, c'est de dire ce qui est capital, c'est nous tous ensemble de ce qu'on fait. Voilà. Donc le nous, effectivement, c'est un nous de tous ceux qui à un moment donné, peuvent se mettre ensemble pour essayer de changer la société, mais c'est un nous de classe. Tu vois, il y a un nous, c'est un nous marxiste. Tu vois, c'est vraiment le prolétariat face au capital. Voilà. Bon. C'est mon éditrice qui a trouvé ce titre. Moi, je n'avais pas choisi ça au départ, mais je trouve ça assez drôle. Et puis, il y avait... Alors, certains l'ont vu, hein, qu'il y avait La République, c'est moi, et le capital, c'est nous. Il y en a quelques-uns qui me l'ont fait, qu'ils avaient bien compris le clin d'œil. Bon. Homme-femme, c'est comme tous les sujets, en fait, et dans le livre, je reviens assez précisément là-dessus. Faut être lucide sur nos échecs, mais il faut aussi lucide sur les progrès. Parce que sinon, en fait, on déprime. Tu vois, si on a l'impression qu'à chaque fois qu'on lutte, c'est un échec, tu vois, enfin, voilà. Dans le livre, je reprends les chiffres. Bon. En termes d'égalité salariale homme-femme, en fait, on est sur une pente de progrès et une pente ininterrompue, je crois, je le montre dans le livre, hein, les chiffres sont, voilà. On n'y est pas encore, on a toujours 20% de différence de salaire, mais la pente est vraiment toujours la même et globalement, on progresse. Alors, ça progresse moins vite aujourd'hui qu'il y a quelques années, probablement parce que le néolibéralisme est passé par là, mais on progresse. Sur l'accès à l'éducation, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de femmes à l'université que d'hommes, en fait. Donc, tendanciellement, sur cette question-là, l'égalité homme-femme, on a progressé. Si tu regardes à l'échelle européenne et mondiale, si tu regardes des pays comme le Canada, la Suède, y compris sur les violences faites aux femmes, etc., il y a des progrès. Et même en France, il y a des petits progrès qui sont faits. Au moins de prise de conscience qu'un policier doit prendre ta plainte. Et puis, il y a MeToo qui est passé par là. Je suis désolé. C'est énorme ce qui s'est passé avec MeToo. Avant MeToo, ce qui vient d'arriver à Depardieu est inimaginable. Inimaginable. Bon. Et donc, oui, il y a quelques progrès. Ça ne veut pas dire qu'on est égaux, ça ne veut pas dire que... Voilà, mais il y a des progrès, il faut les enregistrer, sinon c'est un petit peu triste. Alors, sur le bien commun, oui, j'en parle beaucoup, mais alors pas de la même façon que toi. Il y a un moment donné, je me pose qu'est-ce qui est relatif du marché et qu'est-ce qui n'est pas relatif du marché. Et donc, j'ai tout un chapitre sur la gestion des communs. Bon, et je réutilise le terme des communs, je réinvestis l'ouvrage de Dardot et Laval, mais j'utilise une autre auteure, Erik Holmström, qui est là, prix Nobel d'économie sur ces questions-là. Donc, je connais bien ses ouvrages, parce qu'en tant qu'écologue, j'ai travaillé sur ces sujets-là. Et donc, je parle de la stratégie des communs, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de redire, parce que c'est ce que dit Elinor Ostrom, et c'est pas forcément ce que nous, on dit à la LFI, c'est que c'est pas parce que c'est une gestion d'un commun que c'est géré par l'État. Bon. Et ça, c'est assez clair, mais je voulais le remettre dans le débat public. Tout ce qui a été montré, notamment, c'est que les populations, typiquement les populations indigènes, parce que c'est comme ça aussi que la question des communs s'est posée sur les poissons ou sur les forêts,
quand c'est géré par une population indigène qui a l'habitude de gérer ce commun et qui a des... Voilà, ça peut être bien géré. Donc je débatte tout ça et je sépare les différents communs, parce qu'on appelle communs des choses qui ne sont pas du tout identiques. Je crois avoir un peu clarifié ces trucs-là. Enfin, je pense qu'on avait souvent discuté. C'est en gros, tu as des ressources qui sont infinies. L'air, c'est un commun, mais c'est une ressource infinie. Le poisson, c'est pas une ressource infinie, mais qui se reconstitue. Le charbon, c'est une ressource qui n'est ni infinie, qui ne se reconstitue pas. Et donc, si tu veux, j'essaie de réfléchir à la gestion des communs. Voilà. Mais j'ai pas regardé, parce que d'abord, c'est dans le chapitre sur l'écosocialisme, j'ai pas pensé à regarder quel est l'impact stratégique, si tu veux, et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que de prendre la question des communs comme, finalement, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à la question de l'universalisation des droits. Moi, ce que je défends, et Ruffin est beaucoup là-dessus aussi, il a raison, c'est-à-dire que quand on défend un droit, il faut essayer de défendre des droits universels. C'est notre sécurité sociale, typiquement. Par exemple, je défends les transports gratuits pour toutes et tous, la cantine gratuite pour toutes et tous. Contre les macronistes qui nous disent « oui, mais les riches peuvent payer ». Je dis « non, 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 non. Moi, je veux que ça soit gratuit aussi pour le gosse du riche. Parce que sinon, il n'y a plus de commun. Tu vois, tu retrouves sur le commun. Et la sécurité sociale, c'est typiquement le truc génial. C'est-à-dire que c'est un commun, c'est une prestation universelle. Et c'est ce qui fait cohésion dans la société. Et c'est cette société-là qu'il faut refonder, pousser par rapport à ce qu'eux, ils ont gagné. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné sur le consumérisme. Par contre, ils ont gagné sur un truc, c'est sur l'individualisme. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'individualisme a totalement gagné. Ça, c'est l'immense victoire de la bourgeoisie. Mais c'est un peu déconnecté de la question du consumérisme. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui essaient de sortir du consumérisme et qui restent complètement dans une logique individuelle. La preuve, ils vont retourner à la terre, ils vont faire leur truc, mais dans leur coin. Tu sais, le dans leur coin. Mais ça, c'est une victoire de la bourgeoisie, le dans leur coin. Voilà. Donc, je pense que ça c'est important. La police et l'international. La police d'abord. Donc dans le jour d'après, et puis alors on en a rediscuté avec Frédéric Mathieu quand on a débattu du livre à Rennes. Donc Frédéric Mathieu est un député donc de Rennes, LFI, mais il a quand même l'intérêt qu'il était secrétaire général de la CGT Défense. Donc on a débattu de ça. Le jour d'après ou même avant, la dictature possible en France ou pas. De manière très... on en discute. Sa réponse à lui, c'est l'appareil militaire, il y a des éléments un peu problématiques, mais il ne pense pas que ce sera l'appareil qui va dans le même sens que toi. Par contre, ce qui s'est passé avec la police ces derniers temps fait on a énormément de craintes. Bon. Il faut quand même revenir sur un truc, c'est à Marseille, parce qu'un des flics a été incarcéré, ils ont fait grève pendant 3 mois. Mais quand on dit ils ont fait grève, ils ont vraiment fait grève. Il n'y avait plus de gens qui étaient incarcérés. J'ai discuté avec une des maires d'arrondissement qui me disait que les municipaux, ils étaient comme ça. Il n'y avait plus de flics. Pendant 3 mois, il n'y avait plus de flics. Et tous les points de deal sont revenus. C'est-à-dire que les flics ont réellement fait grève, en fait. Moi, ça m'avait échappé parce que c'était pendant l'été. Donc, on est quand même dans un état où les flics peuvent dire « allez vous faire foutre » et obtenir du ministre que le ministre ferme sa gueule. Donc, on est quand même dans un moment extrêmement préoccupant par rapport à la police. Bon. Alors, comment on fait par rapport à ça ? D'abord, on est lucide. Il faut être lucide. Et d'autre part, il faut continuer à garder des liens avec la police et continuer à être capable, à être en capacité à lui parler. Alors, ça vous paraît surprenant, mais du coup, la conclusion que moi j'en tire, c'est qu'il faut critiquer les violences policières, mais le tweet de la police tue est stratégiquement une erreur. Je ne vais pas me faire que des animés en le disant, mais je ne pense que stratégiquement, c'est une erreur. Parce qu'à un moment donné, même si c'est vrai que c'est l'institution policière qui tue, c'est vrai, factuellement, c'est vrai. Mais si vous dites ça et que tous les policiers le prennent pour eux, comment après aller discuter avec les flics ? C'est pas simple en fait. Donc je pense qu'il faut arriver à dialoguer avec l'institution policière, avec les flics qui sont pas racistes et qui sont pas fascisés, pour continuer à avoir d'abord pour savoir ce qui s'y passe, juste de manière voilà. Et là on a un vrai angle mort stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, et ça rejoint un débat qu'on a pu avoir sur quel discours on a sur la sécurité. Qui est un vrai sujet et qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. Bon, alors il faut plutôt utiliser le terme de sûreté publique que de sécurité. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. Sur l'international, alors c'est mon dernier chapitre, c'est le dernier chapitre, donc tu liras le dernier chapitre. Alors, pour répondre d'abord à Babette, là, moi, je suis dans l'optimisme révolutionnaire total. Je suis, contrairement à Samy, moi, je suis très optimiste. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, et j'en reparle à 3 reprises dans le bouquin,
te montre que quand il y a une révolution dans un endroit, il y a des révolutions partout en même temps. Bon, alors pour une histoire de contagion révolutionnaire, pour une histoire de... Voilà. Donc je reprends les exemples, et tu les connais autant que moi, de 1789 partout en Europe, 1830 partout en Europe, 1848 partout en Europe, 1860 partout en Europe, je les fais tous. Hein. Voilà, et ça va jusqu'à 1968, même le Prague, même je parle de la Corée du Sud qui a fait son 68, du Japon qui a fait son 68. D'ailleurs, ça nous rappelle que c'est l'armée, fraction armée rouge japonaise, les amis, qui ont importé le terrorisme chez les Palestiniens, ça c'est au passage. Mais voilà, le 68 est passé partout dans le monde, donc, et après il y a les printemps arabes, il y a... Voilà, quand ça bouge de partout. Donc la contagion, j'ai pas trop d'inquiétude, elle aura lieu et elle a toujours lieu, et il faut être très optimiste. Ensuite, c'est une autre affaire d'avoir une vraie internationale et consciente d'elle-même et qui est capable de faire de la politique de cette contagion. Parce que la contagion, on l'a vu dans les printemps arabes, à la fin, finalement, en Égypte, ça a mal tourné, en Tunisie, c'est en train de mal tourner, en Syrie, bon, n'en parlons même pas, Bachar el-Assad, il a noyé ça dans le sang. Donc effectivement, là, tu as raison. Alors, dans le livre, j'ai deux pistes, et ça, c'est pour répondre à Pauline. Deux pistes... Je pense qu'il faut qu'on recrée une internationale et qu'on a des éléments pour ça, c'est les forums sociaux européens et mondiaux, et qu'il faut dissocier ça d'une éventuelle stratégie internationale d'un État écosocialiste. Hein. Je dis qu'il faut dissocier les deux, parce qu'en fait, c'est à cause du manque de dissociation de ces deux échelles qui sont différentes que les forums sociaux mondiaux se sont fracassés la gueule. Parce que comme dans un forum social mondial, vous avez à la fois l'État brésilien et les paysans sans terre, et l'État brésilien est en train de massacrer les paysans sans terre, vous comprenez bien que l'international se casse la gueule. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une internationale des mouvements sociaux, des syndicats, notamment, c'est aux syndicats de relancer ça, avec les associations, etc. Et que par contre, si nous on arrive au pouvoir, il faut qu'on ait une stratégie internationale d'alliés. Et puis alors là, il faut être pragmatique. Hein, non, mais je suis très mélanchoniste là-dessus. Non, mais si on doit s'allier avec la Chine, parce que c'est le seul avec qui on peut s'allier, on s'allie, quoi. Hein. Je vais pas faire de... C'est écrit, hein. Il a écrit ça. Ouais, je l'ai écrit. Moi, il fait pas que le dire, là. Il écrit. Non. Très sincèrement, il faut être... ça va être très violent avec l'impérialisme américain. Et donc, il faut qu'on ait, nous, une réflexion sur quels alliés on peut avoir et les chercher un par un, notamment... et ça pose la question de la souveraineté. C'est-à-dire, parce que... moi, je crois à la révolution mondiale. Il n'y aura pas de révolution sans une révolution mondiale. Ça, je suis trotskiste, donc ça, c'est fait. Mais il y a un moment où on va être tout seul. Hein, il y a un moment où on va être tout seul. Bon. Et le moment où on va être tout seul, on a intérêt à être pas comme la Grèce. Hein, c'est à pas avoir la capacité de produire des médicaments, de la bouffe et tout ça. Donc, il faut penser la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et la souveraineté médicale. Non, mais avec la Grèce, hein, ils n'avaient pas les médicaments. C'est-à-dire que si Tsipras, il lâchait, ils n'avaient pas les médicaments pour soigner les gens. Il faut le savoir quand même, ça. Et donc, ces trois souverainetés-là, bon, j'en prends trois, mais il en pourrait d'autres, il faut que ça soit principiel dans nos programmes. Pas parce qu'on est pour le protectionnisme et l'autarcie, mais parce que de façon transitoire, on va être en situation d'autarcie. Voilà. Bon, alors après, en France, très honnêtement, on est le bon pays. Non, mais le potentiel agricole de la France est énorme. Grâce au nucléaire, on a de l'énergie. Non, je rigole. Question suivante. Vas-y, Manu. Non, mais moi, je voulais revenir justement sur les questions internationales. Donc, j'ai bien compris que c'était pour une réelle politique internationale en cas de victoire. Bon, voilà. Mais il n'y a il n'y a pas que le sujet il n'y a pas que le sujet de qu'est-ce qu'on ferait au pouvoir, y compris dans quelle configuration d'alliance on s'inscrirait pour protéger un projet politique, éco-socialiste et notre souveraineté dans le cadre du développement de ce projet. Il y a le sujet de comment on parvient au pouvoir. Est-ce que tu ne penses pas que... à la fois comment on y parvient et comment on assure le succès du projet. Et est-ce que tu penses sérieusement que la vision mélenchonienne, c'est-à-dire d'une possibilité de bâtir une expérience socialiste, éco-socialiste à l'échelle d'un État comme la France, même si on a le nucléaire et de quoi nourrir quand même beaucoup de gens. Est-ce que tu penses que c'est une perspective raisonnable
et qui doit exclure dès maintenant une réflexion sur des stratégies d'alliance, au moins à l'échelle continentale. Est-ce qu'on ne devrait pas reprendre de manière un peu plus sérieuse la perspective le sujet de l'Europe et comme cadre, où construire des alternatives politiques, sociales, voilà, à la faillite et Tu voulais pas... du système. Si, pose ta question. Pose ta question, ouais. Non, mais t'as répondu un peu, c'est bon. Ah bon? C'était sur la Grèce, en fait. Ouais. Mais vas-y, tu n'auras pas la réponse, mais nous, on aura la question. Vas-y. Ah d'accord, je vais poser la question. Oui, vas-y, pose. Non, mais c'était sur la question un peu de la Grèce, parce que c'est quand même... Le dernier cas, ouais. C'était quand même on va dire une expérience qui a suscité beaucoup d'espérance, notamment dans la gauche de rupture, on peut dire. Et la question, c'est est-ce qu'on a tiré le bilan, on va dire, de cet échec, parce que quand il y avait quand même le peuple, nous, on peut dire, qui est intervenu quand même sur la scène politique. Il y a eu des mobilisations citoyennes importantes, des grèves aussi. Il y a eu aussi un référendum. Et malgré ça, malgré, on va dire, le peuple qui s'est mobilisé, ça a été un échec. Peut-être il y a eu partiellement quelques petites victoires, mais globalement, ça a été un échec. Est-ce que nous, en tant que gauche de rupture, on a bien tiré le bilan de ça? Et est-ce que si demain on est au gouvernement, on pourra lutter contre l'oligarchie nationale et européenne? Voilà. Là, je peux te répondre si tu restes 30 secondes. C'est la même question. Non, mais tu restes, ouais. Non, je pense que c'est un des... Alors, dans les deux exemples historiques que je prends sur le jour d'après, c'est le Front populaire et la Grèce. Donc, bon, c'est l'avant-dernier chapitre, mais tu peux le lire seul, tu n'as pas besoin de lire tout le reste. Non, très sincèrement, je pense que c'est des exemples très importants. Les deux, d'ailleurs, le Front populaire, la Grèce, il y en a d'autres, Allende, vous en avez parlé. Moi, je pense que ce que disent les acteurs de l'époque, c'était que Tsipras, c'est pas qu'il a trahi, c'est qu'il ne s'était pas préparé. Voilà. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, se préparer, et deux, voir si la France, contrairement à la Grèce, peut tenir le coup. Sur tenir le coup, je crois que oui, objectivement, plus facilement. Mais ça, c'est un vieux problème trotskiste, en fait. C'est-à-dire que Trotsky avait dit, un des problèmes, c'est la théorie d'ailleurs de la révolution permanente, c'est qu'en réalité, la révolution a lieu jamais là où en fait, on est en fort, enfin, là où la classe ouvrière est forte, et elle a lieu toujours dans des maillons faibles de la chaîne impérialiste, et elle arrive toujours dans des endroits où c'est un peu le bordel, tu vois. Enfin, l'Amérique latine, la Grèce, c'était le maillon faible. Donc ça arrive à un endroit où, effectivement, nos forces ne sont pas les plus fortes au sens... voilà. Ils ne sont pas aux souverains, ils n'ont pas d'agriculture forte, ils ont une économie fragilisée, tout ça. Bon. Donc, oui, je pense que la France est mieux placée. Par contre, est-ce qu'on est plus préparé? Ben non. Et ça, c'est je voudrais qu'on débatte de ça là, pendant les élections européennes. Il y a un truc qui a disparu, c'est le plan B. Et fondamentalement, c'est ça. Moi. Alors, en plus, j'ai essayé de le chercher parce que je voulais m'appuyer sur ce fichu plan B pour mon livre, et j'ai été incapable de le trouver, ce fameux plan B qui avait été concocté par le PG et d'autres à l'échelle européenne. Impossible. Et j'ai demandé à mes copains du PG si quelqu'un pouvait me retrouver le fameux document du plan B, et je ne l'ai pas retrouvé. Tu vois. Donc, c'est une préoccupation majeure, cette affaire. Alors, pour répondre à ta question, oui, il faut avoir une réflexion à l'échelle européenne. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, mais c'est normal, c'est mon bouquin, mais non, mais mon point de vue vraiment très personnel, j'ai pas un avis très avisé là-dessus, c'est que je ne crois pas que ça puisse être l'Europe telle qu'elle est actuellement. Non, mais même dans son contour, je suis assez d'accord avec Cédric Durand et Razmig dans leur bouquin « En finir avec l'Europe ». Je pense que l'Europe actuelle est une machine à dézinguer nos droits sociaux. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut dire pendant la campagne européenne, c'est un autre débat. Je ne suis pas pour dire qu'il faut sortir. Mais je pense qu'on sortira. Je pense que c'est le plan B qui va s'appliquer. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, par contre, il faut réfléchir à une stratégie internationale de contournement d'une partie des pays du bloc européen. Typiquement, l'Europe qu'on va construire sera peut-être avec l'Italie, l'Espagne, et pas l'Allemagne, pour des raisons d'ailleurs de bloc bourgeois. C'est-à-dire que... Voilà, je pense que l'Allemagne a très clairement indiqué qu'elle était prête à faire à l'Europe sans la Grèce. Est-ce qu'elle est prête à faire l'Europe sans nous? Je ne sais pas, mais il faut s'y attendre, c'est possible. Bon. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion au moins sur quelle organisation européenne te permettrait, si tu veux... Voilà. C'est une configuration d'alliance. Et dans la configuration d'alliance,
les pays du Sud, typiquement Algérie, Maroc, Tunisie, etc., qui ont du gaz et qui ont des... Enfin bref, par ailleurs, hein, dans une période transitoire,